Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. On va dire bonsoir. Il fait nuit là maintenant. C'est 20 h, alors bienvenue. Bienvenue dans ce live solo qui, je sais pas pourquoi j'ai envie de absolument témoigner, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je me suis lancée. Je ressens ce besoin irrépressible. Coucou Thérèse Marie, de témoigner. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est plutôt, ça pourrait être interprétable comme étant quelque chose de très impudique, hein, de parler du décès alors de ma mère. Voilà. Et donc en fait, j'ai eu ce besoin. Je me l'explique pas. Donc c'est comme ça. Après, j'ai pas besoin de me mettre en scène à proprement parler pour attirer d'une certaine façon une forme de compassion ou de bénéfice à tirer de pouvoir communiquer par rapport à la mort. Mais je me suis dit que... Enfin, je sais même pas si je me suis dit... J'ai eu vraiment le sentiment de... c'est gentil, merci. En fait, vraiment, je ne me l'explique pas. J'essaie de l'intellectualiser, là, mais au moment où c'est arrivé avec quelque chose de très précis que je vous raconterai plus tard, bien sûr, eh bien, j'ai ressenti ce besoin de le partager, en fait, tout simplement. Et puis, on est tous, de toute façon, concernés par ce sujet. Voilà, ça fait partie de notre histoire, de notre vie, et on a tous une relation à la mort qui est tout à fait singulière et très particulière. Donc voilà, Donc voilà, si vous voulez intervenir, poser des questions, en tout cas parler ou poser des questions, il n'y a pas forcément de réponse parce que moi je suis pas là entre guillemets pour donner des leçons sur comment appréhender la mort, ou je sais juste un témoignage personnel de ce que je viens de vivre ces derniers jours, puisque c'est intervenu donc le 3 septembre et que nous sommes de mémoire, je ne sais plus, le 16, donc c'est très récent, hein. Mais je suis encore dedans parce que c'est long aussi à se mettre en place. Donc voilà. Et donc je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, comme je disais, j'ai pas de leçon à donner. Quand on a ce rapport avec, être en contact avec la mort. Alors moi personnellement, puisque il s'agit de moi, mais bon voilà, encore une fois, c'est interactif. Hein. Moi j'ai découvert la mort très tôt. Je n'ai pas la mémoire, du cortex frontal avec tout ce qui est rationnel. En tout cas, je le sais parce que ma mère me l'a raconté. Mais moi, en tout cas, dans mon cerveau très archaïque, l'émotion est toujours... elle est toujours là, elle a toujours été présente. Et j'ai eu une petite sœur qui est née, j'avais 1 an et demi, et elle est décédée à 6 mois. Donc, j'avais 2 ans. Donc forcément, je pense que je porte aussi encore en moi c'est cette mémoire de la mort très tôt, puisque à 1 an et demi, je me souviens de mon chien qui était mort parce qu'on l'avait piqué. Moi, je devais avoir 5-6 ans. Enfin voilà, c'est un peu que dans l'histoire de tout le monde, on a toujours soit un grand-parent qui décède, soit un animal. Enfin moi personnellement, je pense que je suis pas la seule, hein, comme vous. Souvent on touche du doigt la mort avec le cœur qui s'arrête, avec l'animal chéri, ou celui qu'on a vu écrasé sur le bas-côté de la route. Je lis en même temps, hein, parce que je veux pas... en même temps, ça me permet de faire des petites pauses émotionnelles aussi, de partager ton émotion qui montre à la fois... de plus ton authenticité. Oui, alors après, coucou Véro. De toute façon, j'ai toujours été authentique. Après, vous voyez, tellement authentique qu'il fait hyper humide. Donc, vous voyez mes cheveux bouclés, comme dirait ma fille. J'ai les cheveux moutons, parce qu'on a toujours dit que c'était les cheveux comme ça, c'est les cheveux moutons. Donc, je me montre telle que je suis, voilà. Et je suis authentique parce que je trouve que ce message de la mort, c'est important d'avoir un message authentique. Encore une fois, les mots que je pose me sont tout à fait personnels, et peut-être que certains pourront considérer que franchement c'est dépassé, qu'il faut pas faire ça, que ça ne se partage pas. Dans certaines cultures, vous savez, on a aussi le culte. Alors c'est pas un jugement, encore une fois, tout ce que je dis là et tout ce que je vais dire dans le cadre de ce
live, je porterai pas de jugement, même sur ma mère. Je vais dire certaines choses pour comprendre le contexte émotionnel dans lequel j'évolue depuis le 3 septembre. Mais voilà, mon cœur n'est pas là ni pour régler mon linge sale en public, ni pour stigmatiser cette femme qui n'est plus là, les actions, les choses. Voilà, c'est pas le sujet. J'ai jamais été comme ça. Je vois pas trop l'intérêt en fait pour moi. Là, je suis pas non plus en train de faire comment dire. Alors, je savais pas quand j'ai écrit en disant qu'est-ce que je fais. Est-ce que c'est impudique? Est-ce que je suis en train de faire un témoignage, genre je me regarderai dans 5 ans ou 10 ans en disant mais t'es complètement cinglé, pourquoi t'as fait ça? Est-ce que ça va servir? Je n'ai pas d'attente en fait. J'avais juste envie de vous partager ce que mon cœur me dicte. Mais bon, après, franchement, je suis pas dans une attente particulière. Donc voilà, ce sera pris comme ce sera pris. Voilà, essayons d'être cléments les uns avec les autres, sans se dire encore une fois, elle est gonflée, elle pourrait garder ça pour elle, ça ne nous regarde pas, regardez pas, il n'y a pas de souci. Après, encore une fois, il ne va pas y avoir d'impudeur parce que je vois pas trop l'intérêt de raconter tous les détails croustillants de ma vie. Je suis plutôt quelqu'un de très pudique, même si je m'expose et que je dis plein de choses. Il y a plein de gens qui me côtoient depuis des années qui savent rien de moi en fait. Donc c'est pas des secrets, c'est juste que c'est une forme de dignité aussi chez moi, c'est une forme de pudeur, c'est une forme de résilience aussi. Et puis j'ai beaucoup fait pleurer dans les chaumières quand j'étais môme suite justement à la vie un peu difficile que j'ai eue, un peu voire même beaucoup. Et du coup j'en ai tellement joué de cette victimisation pour attirer à moi de la compassion, de l'amour, parce qu'évidemment quand on fait ça c'est parce qu'on a besoin d'être aimé, sinon on le ferait pas. Mais là, c'est pas du tout, je n'ai aucune velléité, je ne demande pas qu'on me plaigne ou qu'on ait de la compassion pour moi, parce que déjà, je vais vous poser le contexte et pour le coup, vous serez entre guillemets en décalage par rapport à ça. Maintenant que vous puissiez avoir de la compassion pour, par respect aussi pour ma mère qui est décédée, je veux dire, c'est légitime et c'est chouette parce que ça fait partie de nos conventions sociales et c'est normal de dire mes sincères condoléances, ce sont des termes qui sont jolis aussi à accueillir, à prendre. Et puis tous ces témoignages, je voulais conclure dessus. Du coup, je me suis fait une to-do list parce que j'ai tellement de choses à dire que je me suis dit que j'allais le dire à la fin. Mais franchement, j'ai déjà envie de dire merci à tous ceux qui ont déjà réagi parce que je voulais pas faire le buzz du style merde, elle dit pas, c'est un teasing, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? Moi j'ai des amis qui se sont inquiétés aussi, évidemment, qui m'ont fait des messages privés en disant qu'est-ce qui se passe, parce que des amis qui connaissaient ma maman, donc forcément c'est normal aussi. Après j'ai pas voulu dire tout de suite cash, on va faire un live jeudi, j'annonce la mort de ma mère. Non, je me dis soit pudique, soit respectueuse aussi de ceux qui vont lire ce post, parce qu'il y en a qui vont pas lire, qui vont voir les images, qui vont dire bon, Nathalie fait un truc, et puis il y en a qui vont lire et qui vont dire ah ouais d'accord, attends, de quoi elle parle. Donc je trouve que c'est aussi une marque de respect à votre égard, et puis de dire chacun perçoit aussi une information avec son filtre personnel. Encore une fois, quand on annonce la mort de quelqu'un, tout est interprétable en fait. Nous, on a toujours une projection de notre vision de la mort. Alors si je vous parlais du début de la mort de ma sœur quand j'avais 2 ans, donc qui est décédée à l'âge de 6 mois, je vous parle de la mort de mon chien, du mari de la meilleure amie de ma mère à l'époque, moi Philippe, c'était comme un oncle, donc forcément, ça m'a profondément, mais alors là pour le coup, ça m'a laminé. Alors est-ce que de façon de télescopage, la sœur, les chiens, etc., d'un seul coup, ça a cristallisé un truc, je devais avoir 13 ou 14 ans, 15 ans, enfin je sais, là ça a été dramatique pour moi, et là, ça prend du sens, et quand on après on évolue, il y a plus ou moins des morts plus ou moins proches, plus ou moins lointaines, avec beaucoup d'affection, peu d'affection, des gens donc qui font pas du tout partie de notre famille, mais pour lesquels on serait capable d'être en vrac pendant 8 mois parce que c'est pas possible que ça se passe comme ça, etc., etc. Les circonstances, l'âge du décès, la façon dont la personne meurt. Il y a des fois dans notre propre filtre de croyance, il y a des choses qui sont acceptables et de l'ordre d'inacceptable, de la colère, enfin. Ça fait. J'ai sorti mes cartes parce que je sais que là, si vous saviez le nombre de fleurs que je vais vous citer, parce que je suis quand même passée par pas mal de couleurs. Donc forcément, à un moment donné, on y voit toujours un peu. C'est un peu l'auberge espagnole, la mort, parce qu'on dit la mort. J'annonce la mort de ma mère. Il y en a qui vont être effondrés pour moi.
Et puis il y en a qui vont se dire bon bah voilà c'est ok, mais voilà on peut pas savoir en fait ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et du coup moi j'ai pas envie de choquer, je suis pas là pour faire du buzz de je ne sais quoi. Enfin c'est vraiment pas mon propos. Mais par contre si le fait de discuter ensemble et de dire voilà s'il peut y avoir des moyens de point de rencontre pour je sais pas si c'est faciliter la parole, parce que pour le coup, comme moi, j'ai pas été préparée au décès de ma mère, vous allez me dire, elle est marrante celle-là. Non, on ne se prépare pas au décès de nos parents, évidemment. Ça voulait me dire, elle est trop con, pourquoi elle dit ça? Évidemment. Mais il y a des fois, on est plus ou moins préparé parce que il y a des circonstances qui font que la mort veille déjà depuis un certain temps, même si on ne souhaite pas la mort de ses parents. Évidemment, c'est pas le sujet. Alors quand je dis la mort de ses parents, parce que je parle de ma mère là, mais évidemment, quand je parle de ça, je fais en filigrane, j'ai 3 enfants, je vous l'ai déjà dit, je ne comparerai jamais la mort avec la mort, on est d'accord, hein, je veux dire là, je suis tout à fait digne de pouvoir vous parler, je peux aligner des mots, des phrases et un live. S'il s'agissait de mes enfants, je suis pas tout à fait sûre que voilà, hein, ça va pas se passer comme ça, évidemment. Donc vous voyez que tout ça c'est complètement relatif et que moi je pose pas de jugement par rapport à ce que je suis en train de faire parce que franchement, il n'y a pas de point de repère en fait. C'est nous qui gradions le curseur du acceptable, pas acceptable, douloureux, pas douloureux, distanciel, relativisation, objectivité aussi. Hein, voilà. Et puis du coup, je sais pas si cette histoire commune ce soir, puisque vous êtes là. Ça pourrait servir entre guillemets juste peut-être à éveiller de se dire merde c'est peut-être un sujet qu'on n'aborde pas assez. Alors je vais pas vous dire que allez ce soir les enfants on va parler de la mort, non c'est pas comme ça que ça se passe évidemment, c'est mon côté agrimonie mais en même temps c'est quand même cool de rigoler parce que la mort c'est drôle et du coup hier j'en ai aussi rigolé avec la personne avec laquelle j'étais pour accompagner cette célébration, mais je vais vous raconter, j'espère que je vais pas déborder du temps. Mais oui, de temps en temps, il faut savoir rigoler aussi, parce que je pense que d'une certaine façon, mais c'est encore une fois, c'est mes croyances, hein, donc je vous montre Agrimonie, hein, quand on rigole des fois des choses les plus graves et les plus des fois difficiles et douloureuses, mais ça fait partie de la vie, et encore une fois, à mon sens... et je parle encore une fois de ma mère, donc bien sûr que si vous projetez ce que je suis en train de dire par rapport à la mort de votre propre enfant, de votre chéri d'amour, de votre grand-mère chouchou, de votre voisine préférée ou de votre meilleure amie, bien sûr, voilà, juste prenez de la distance par rapport à ce que je dis parce que c'est pas de vous dont je parle, hein, c'est mon expérience par rapport à un contexte général, hein, et donc à mon sens, d'où il se trouve quoi qu'il advienne, ils peuvent aussi en rire de notre situation et notre posture face à tout ce que nous vivons. Alors je ne vais pas dire qu'ils vont se moquer de nous parce que le chagrin existe et est réel et concret et nécessaire. Et puis ce temps nous est imparti et personne n'est là pour juger si on doit faire son deuil ou si on peut faire son deuil. Moi franchement, alors il y a un livre extraordinaire qui s'appelle, j'aurais dû aller chercher, c'est... Jean-Christophe Fauré qui parle, comment ça s'appelle ce livre, c'est, je me souviens plus, j'ai le titre, enfin je vois la jaquette du bouquin, faut que j'aille chercher, Vivre son deuil au jour le jour, et il est exceptionnel parce que là il va parler de toutes les étapes de la mort et du deuil, etc. Mais encore une fois, ça reste que des stats et chacun est libre de vivre son truc comme il l'entend. Donc voilà, il y a pas de souci par rapport à ça. Et donc l'humour, oui, et puis la distance, et puis bon, je reviendrai par rapport à ça, par rapport à ce que je vous ai dit, que j'ai vécu hier aussi en rigolant. Je ne suis pas éclatée de rire non plus, mais voilà, c'est une forme aussi de dignité, des fois l'humour. Hein. C'est pas forcément, alors la Agrimonie, on parle de celui qui va sourire et rigoler et qui va pas approfondir la vraie douleur qui est en lui. Moi, j'ai l'honnêteté aussi d'être complètement dans la transparence par rapport à ça. Quand j'ai besoin de pleurer, je pleure. Quand je suis en colère, je suis en colère. Donc voilà. Mais avoir de l'humour aussi, c'est une forme de vie, bien sûr. C'est important aussi d'être en vie par rapport à la mort, justement. Parce que c'est vraiment, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais est-ce qu'on n'est pas de plus en plus vivant quand on est mort, en fait, à côté? Parce que là, tous ces témoignages d'amour, de présence, de petits mots choux, de petits clins d'œil, de petits smileys, de petits émoticônes, de coups de téléphone, voilà, eh bien, on est vivant, en fait. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on prend en compte? L'amour les uns des autres et cette reliance à cette vie qui coule dans nos veines, hein, et le cœur bat, en fait. Hein, quand on est mort, le cœur est arrêté. Donc là, on a besoin d'être vivant et cette joie, elle fait partie de notre... je trouve, de notre fonction d'homme vivant. Donc voilà, c'est vraiment important. Alors, j'ai bien mis le contexte, tout ça, dans je ne sais plus combien de minutes, parce que j'ai un petit chrono pour essayer de faire attention. Donc voilà.
Et en fait, voilà, moi, pour vous raconter l'histoire, encore une fois avec pudeur aussi, et j'ai pas, voilà, envie de cracher sur ma mère ni de quoi que ce soit, parce que franchement, ce serait pas joli et c'est pas le sujet en fait. Hein. C'est encore une fois, voilà, il n'y a pas de jugement, mais c'est comme ça, c'est un état de fait. Donc quand je le dis, c'est vraiment factuel. Hein. C'est juste pour raconter le contexte du live et pourquoi j'ai envie de parler de la mort, parce que de ça découle un certain nombre de prises de conscience que j'ai eues. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être du quotidien, peut-être depuis 3 ans, depuis hier, depuis 6 mois, vous vivez exactement la même chose et vous êtes déjà entre guillemets échaudé, préparé à ce type de sujet. J'en ai parlé encore à un ami tout à l'heure, Véro Tella, j'en ai parlé avec Bernard, qui me disait, bah oui, j'ai eu des parents, j'ai vécu exactement ce que tu as vécu. Donc je veux dire, voilà, moi je suis en train de vous dire quelque chose que je découvre, mais pas que forcément tout le monde découvre. Hein. Donc voilà, ça reste qu'un témoignage. Donc, j'ai appris donc le décès de ma mère et je l'ai toujours su de façon très intuitive et voilà, comment dire, je ne sais pas, une sorte de prescience, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai toujours su que j'apprendrais la mort de ma mère par un médecin qui me téléphonerait et qui m'annoncerait sa mort. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé vendredi dernier. Voilà, vendredi 3. Donc, c'est pas dernier, c'est vendredi 3. Et donc, en fait, pour vous remettre dans le contexte, l'annonce de ce décès par téléphone avec ce médecin donc, que je ne connais pas. Ma mère est décédée à Paris, donc vous savez, j'habite dans le sud. Et donc, il se fait que ma mère, cette femme, a décidé depuis 20 ans de couper les ponts avec sa famille, sa descendance, c'est-à-dire moi en l'occurrence, puisque je suis sa seule fille, et donc mes 3 enfants. Et donc c'est un parti pris, alors je vous raconterai pas le contexte, je pense que nécessairement ça n'est pas intéressant d'avoir ce type d'informations croustillantes ou pas, même de le contextualiser, voilà, ça lui appartient, c'était son choix, ça s'est fait comme ça, et c'est voilà, ce que je veux dire, c'est que ça a été quelque chose qui était, comment dire, complètement assumé de sa part, et qui au fil du temps, ça a fait, vous imaginez, comme quand on peut s'engueuler avec quelqu'un ou décider de prendre de la distance ou acter une colère ou un ressentiment ou un point de vue qu'on n'a pas envie de, comment dire, de négocier, etc. Vous voyez que le temps passe. Et j'imagine qu'elle ne s'est peut-être pas non plus rendu compte de ce temps qui filait. On est quand même à un compteur de 20 ans. Donc vous voyez, alors là je suis pas du tout en train de donner des leçons à ceux qui s'engueulent ou ceux qui ont décidé de couper les ponts, ou ceux qui ne revoient plus leurs parents, parce que chacun fait ce qu'il veut et vraiment surtout ce qu'il peut. Donc je n'ai pas encore une fois envie de juger cette femme qui a fait ces choix-là. Le jugement... J'ai pu penser, comme mon amie Nathalie qui m'a laissé un petit message juste avant le live en me disant mais quel gâchis, c'est vraiment ce que j'ai entendu parce que quand je dis que j'entends, je suis pas clairaudiente ou clairaudiençante, je ne sais quoi, mais j'entends beaucoup de choses en fait. Donc c'est une espèce de communication que j'ai. Alors c'est pas une voix, hein, parce que ma voix je sais quand même comment elle est, mais j'entends pas des voix non plus. Je sais ce que c'est qu'entendre des voix, mais c'est pas ça. Alors c'est une forme pensée que je dis j'entends, mais c'est pas une intuition non plus, quelque chose qui est quand même très affirmé. Donc voilà, quand je dis j'entends, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est vraiment les 2 mots qui sont arrivés dans mon cœur, et cette fameuse amie Nathalie qui me connaît depuis que j'ai 22 ans m'a dit ces 2 mots. Voilà, quel gâchis. Donc encore une fois, je ne suis pas là en train de juger qui que ce soit. C'est-à-dire que si vous êtes fâché terriblement à quelqu'un, voilà, surtout votre mère ou votre père, puisque là, il s'agit forcément de quelque chose qui est particulier. Hein, forcément, les parents, c'est... Alors bien sûr, vous allez me dire, les frères et sœurs, c'est particulier, les cousins, c'est particulier, évidemment. Mais quand même, voilà, je sors quand même de son ventre, moi j'ai des enfants, il y a le côté quand même matriarcal aussi, générationnel, qui se perpétue, qui est quand même, symboliquement, on est quand même proche là de la guérison pour moi, de quelque chose qui est vraiment fort et costaud aussi à expérimenter. Alors est-ce que c'est... on a toute notre vie pour nettoyer nos empreintes, les découvrir, les comprendre, tirer des fils... découvrir des choses incroyables ou pas, ça dépend, ou entendre des choses au fur et à mesure de nos vies. Moi, j'ai beaucoup cherché dans ces 20 ans auprès de ma grand-mère, de mon père. J'ai essayé de trouver des informations puisque je l'avais pas en direct. Donc, vous voyez que les infos, on les a pas. En tout cas, ce temps-là, ça passe, ça file à une allure de dingue. Et du coup, voilà, le constat, c'est que j'ai appris son décès. Et quand je vous disais que j'étais certaine qu'un jour un médecin m'appellerait, c'est que d'une certaine façon, ce deuil-là, j'avais déjà fait.
Ce qui veut dire que lorsque je vous dis que ma mère est morte et que vous pourriez voilà, être super choqués, oh là là, la pauvre, ne considérez pas que je suis pauvre hein, et que c'est horrible. Ça veut pas dire non plus que je n'ai pas de sentiments, que j'en ai rien à péter, que je m'en fous, encéphalogramme plat au niveau du cœur. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire non plus. Mais ce que je suis en train d'exprimer, c'est que ce deuil et cette mort qui n'était pas évidemment réelle, hein, elle était déjà actée dans mon cœur de petite fille vis-à-vis d'elle, hein, et donc de cette femme que je suis. Mais je suis pas une femme avec une femme, je suis d'abord je suis sa fille, hein, j'ai un rapport de filiation. Et donc cet enfant en moi, même si c'était une enfant adulte, il avait déjà fait le deuil. Donc 20 ans, vous voyez, j'en ai 58, j'avais 38 ans. Donc même en tant que femme, à 38 ans, on est toujours la fille de sa mère, hein, quoi qu'il advienne. Mais vous voyez que cette femme-là, elle a essayé pendant plusieurs mois, plusieurs années, puis à un moment donné, j'ai compris en fait, donc c'était il y a 18 ans, suite à plusieurs choses, que c'était pas la peine, c'était mort. Et donc, cette mort-là était déjà présente et j'avais déjà aussi accepté la mort de ma mère virtuellement, avec cet un jour hypothétique coup de téléphone de ce médecin qui m'annoncerait sa mort. Et j'étais déjà guérie de ça. Et ce quel gâchis était déjà présent en moi. Et j'ai été dans un amour total, même si ça me faisait de la peine pour mes enfants, mais j'ai pas été dans une peine, justement, je pourrais vous montrer par exemple de la nostalgie, des regrets, des remords. Je passe un peu sur les fleurs pour prendre un peu de respiration. Vous voyez, comme Honeysuckle par exemple. Je n'ai jamais eu ce sentiment à l'égard de ma mère. J'ai jamais eu ce sentiment du oh quel dommage, gna gna gna. J'étais plus dans le factuel en disant elle a fait ses choix. Elle les assume, je vais l'aimer comme ça. C'est-à-dire que, en plus, je vais pas passer l'histoire, mais ce que je veux dire, c'est l'attitude qu'elle a eue à mon égard, à l'égard de ses petits-enfants. Elle l'a eue sur beaucoup de plans de sa vie, hein, sa famille personnelle, sa fratrie, sa propre mère, son père, ses amis, etc. Donc, c'est pas pour dédouaner mon comportement, mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ça a participé bien sûr au deuil, puisque quand on sait que quelqu'un a une façon d'agir, on le prend comme il est, hein, on va pas inventer la roue et on va pas refaire quelqu'un d'autre. Si son choix c'est ça, c'est ok. Donc si vous voulez, ce deuil-là, il était déjà opéré en moi. Il était déjà dans la résilience du contexte total de cette femme qui m'a mis au monde, qui m'a aimée à sa façon, qui a été présente, absente. Il y a eu beaucoup de choses qui n'allaient pas et je ne vous les raconterai pas, mais ce que je veux dire, ça fait partie du package et il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords, il n'y a pas non plus d'une espèce d'armure métal, genre je m'en fous, ça glisse sur moi, c'est pas vrai. Parce qu'inéluctablement, c'est pas possible de pas avoir de sentiments ou d'émotions. Enfin, je veux dire, Mais ce coup de téléphone, forcément, il a brisé quelque chose et en même temps, il a réconcilié des parties de moi qui étaient déjà en connexion avec cette annonce-là. Donc, c'est un peu surréaliste ce que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire que je suis voyante ou clairvoyante, hein. Mais il y a un truc je le savais déjà, en fait. Donc, du coup, c'est cool des fois d'être comme ça parce que je me dis que, ça panse aussi un peu les plaies émotionnelles aussi, les bleus de l'âme. Au lieu de me prendre un camion 30 tonnes à 58 ans, je dis pas que j'avais déjà préparé le terrain parce que je suis pas toute seule, j'ai demandé de l'aide aussi, etc. Mais tout ça, j'ai la connaissance de ça. Donc, mon cœur, il est en paix par rapport à ça. Et je vais lire s'il y a des choses que j'ai à lire et est-ce que j'ai des choses à raconter par rapport à ça. Alors je fais un petit break, je vois que vous êtes là et c'est super gentil et voilà. Qu'est-ce que vous dites ? Alors oui, puis il y a des gens avec qui on peut s'ouvrir et avec qui il y a de la bienveillance et d'autres pas, tout à fait. Et puis au-delà de la bienveillance, Aurore, par moment, je me dis que il y a aussi des gens dont on sait, tu sais, instinctivement, qui ne sont pas en capacité, émotionnelle, par protection bienveillante. Alors c'est ce que c'est justement du Red Chestnut, hein, quand on s'inquiète pour les autres, mais de ce côté instinctif aussi, Red Chestnut. Et on sait que la limite de l'acquisition de l'information, elle est pas solvable de l'autre côté. Tu vois, il y a des gens à qui, au-delà de la confiance et de l'amour que les gens peuvent nous porter, hein, quand on annonce ce type d'information, il y a des gens instinctivement où on sait qu'ils ne sont pas en mesure, alors je ne porte pas de jugement,
de prendre l'information telle qu'elle sans être eux-mêmes noyés dans leur propre marasme ou de projeter sur nous des choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà, mon Dieu, comme ça doit être terrible pour toi, tu dois être dans une épreuve affreuse, etc. Et il y a des fois, c'est pas du tout comme ça. Donc, ne projetons pas non plus les uns sur les autres des choses des fois qui ne sont pas nécessaires en fait, parce que voilà. Et puis encore une fois, il y a des gens qui sont pas dans la capacité de prendre l'info et c'est ok. Je veux dire, on n'a pas non plus. Je pense qu'on n'est pas là non plus pour provoquer les gens, quoi. Coucou Vanessa. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Et rire, c'est aussi vivre sa tristesse. Oui, tout à fait, exactement. De toute façon, c'est une mode d'expression comme un autre. Il n'y a pas de dénouer les nœuds, exactement, Thérèse Marie. Si elle a donné son numéro, voilà, j'ai du mal à lire, au médecin, c'est qu'elle devait penser à toi. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est le médecin qui m'a cherché dans les pages jaunes. Donc, rien à voir. Et non, pas du tout, du tout. Non, et franchement, véritablement, c'est ok. Et même la personne qui a accompagné, voilà, ma mère à l'hôpital avec les pompiers, donc 3 jours avant, eh bien, elle, pour le coup, elle m'avait vu une annonce dans une conférence pour Paris, et donc elle voulait prendre contact avec moi. Et elle s'était dit, oh, bah tiens, je vais aller la regarder à la conférence, c'est à l'occasion de la sortie de mon carnet des 38 fleurs. Et puis, bon, bref, elle n'a pas pu se rendre à cette conférence sur Paris. Elle en avait avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de pudeur aussi à l'égard de ma mère sur les relations qu'elle voulait entretenir avec moi. Elle lui a posé la question de savoir si ça l'embêtait pas qu'elle soit pas dans la trahison, qu'elle vienne me voir à la conférence alors que ma mère avait coupé les ponts. Et du coup, ma mère lui a dit non, pas du tout, tu peux y aller. Mais je veux dire, elle n'a pas non plus saisi l'occasion à l'époque de dire ah bah tiens, allons-y ensemble, c'est peut-être l'occasion, etc. Vous voyez qu'il y a des moments, c'est pas la peine en plus de faire des nœuds au cerveau. Quand les choses sont ok, c'est ok, quoi. C'est voilà. Tu avais déjà fait le deuil d'une relation normale, exactement. Après, qu'est-ce qui est normal? C'est compliqué, mais c'est vrai que quand tu parles de ça, Sophie, je vais rebondir aussi sur la fameuse amie qui était donc très proche et comme par hasard, ma mère avait choisi une amie qui avait mon âge, donc qui a toujours mon âge parce qu'elle a exactement mon âge. Pile au moment où elle a décidé de ne plus me voir, elle a rencontré cette femme. Donc c'est quand même très amusant. Mais je lui rends grâce à ma mère parce qu'elle m'a fait rencontrer une très jolie personne avec laquelle j'ai pu vivre tous ces instants. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Et du coup, elle me disait hier encore, ta mère disait, oui, mais vous vous entendiez super bien quand t'étais petite. Et là, je lui ai dit, c'était en plus au Père-Lachaise, et je lui ai dit, mais on n'a pas à s'entendre avec ses enfants en fait. C'est là où, pour moi, il y a un souci aussi de compréhension, c'est que on ne s'entend pas avec ses enfants. On les aime. C'est tout. C'est inconditionnel, on est d'accord. Et c'est non négociable, en fait. Il y a pas, je m'entends pas. Alors, je m'entends pas avec mon voisin qui fait du bruit à 4 heures du matin. Je m'entends pas avec ma collègue. Alors, je m'entends pas de temps en temps avec mon mari sur certains sujets. Mais je veux dire, on n'a pas à s'entendre avec ses enfants. Il n'y a pas d'entente. Et puis le mot je ne m'entends pas avec mon enfant, bah écoute, peut-être tu vas peut-être entendre quelque chose. Mais moi personnellement, j'ai pas à m'entendre avec mes 3 enfants. Vous voyez, je leur demande pas de s'entendre avec moi en fait. On discute, on n'est pas d'accord, on se fait la gueule, on dit non, t'as raison, j'aurais pas dû dire ça. On s'affirme, on dit c'est non, mais il n'y a pas à s'entendre ou pas s'entendre. Je veux dire, il y a pas de négociation. L'amour, c'est comme ça pour moi. Donc déjà, il y a un point de déconnexion totale avec la réalité pour moi. Mais bon, c'est mon point de vue, ça reste encore une fois que ma vision des choses sur l'amour et sur ce rôle de cœur que nous avons avec nos enfants. Alors quand je parle moi, ça peut être un papa aussi avec ses enfants, mais je veux dire, je pourrais pas considérer que je pourrais dire je ne m'entends pas avec mes enfants. Enfin, c'est complètement, pour moi, c'est hors de mon cerveau ça. Vous voyez, il n'y a pas d'avoir une entente ou une non-entente. L'amour, point. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Je souhaite pour elle qu'elle s'en est allée en paix et avec elle-même autant que tu peux l'être avec toi-même. J'espère qu'elle a pu s'élever. Mais oui, tout à fait. Après, tu sais, pour moi, comment te dire? Déjà, j'ai déjà senti qu'elle était là près de moi. Déjà, j'ai eu une migraine épouvantable toute la matinée. Je ne pouvais pas travailler. J'étais dans un état épouvantable et j'ai fait une sieste d'1h30 et j'ai entendu le téléphone sonner. Et c'est au retour de la sieste que j'ai écouté la messagerie et j'ai su que le médecin allait m'annoncer ça.
Et j'ai appelé, donc j'ai eu la nouvelle à 14 heures. Donc vous voyez que déjà, et après quand j'ai su la nouvelle, j'ai su que elle était là et que c'était ok et que bon après peut-être que vous direz ça m'arrangerait de penser ça pour faire mon deuil. Je m'en fous en fait parce que j'ai pas besoin de faire mon deuil. C'est encore une fois, j'ai pas à justifier de ça, mais je veux dire, c'est pas une croyance magique en fait. C'est quelque chose que je ressens profondément et ça, c'est vrai que c'est de l'ordre de l'indicible. C'est assez compliqué d'expliquer ce que je ressens, mais j'ai ressenti tout de suite. Il y avait une demande de pardon. Alors, je lui ai dit qu'il n'y avait rien à pardonner et que c'était ok. Et qu'il y avait une forme, comment dire, d'admiration, je veux dire, d'amour qui était déjà là, de tout ce qui se passait là, en fait, avec un autre regard, hein, qui n'était pas un regard essentiel de ses 20 ans ou de cet éloignement géographique, mais voilà, une vision à 360 degrés de ce qui est en train de se passer ici et maintenant avec moi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai capté personnellement. C'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent, hein, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais je me fais aucun doute, par contre, pour moi, c'est ok, elle est avec sa grand-mère, avec sa mère, et elles font leur bail, quoi. Et donc voilà, et j'essaie de le dire pour pas louper des petits mots gentils que vous mettez, entièrement d'accord avec toi, quant aux enfants, c'est une évidence du cœur. Et du coup voilà, et alors après, confronté à... Voilà, alors pour remettre aussi dans le contexte de ce que j'ai envie aussi de partager avec vous par rapport à la mort, alors comme moi je me disais, ma petite sœur, le chien, l'animal, cet ami, etc. Et ma mère m'a transmis des communications et des informations et des conversations. Moi, je me revois à 8 ans parler de la réincarnation avec ma mère. Hein. De la vie après la vie, les bouquins de Raymond Moody, on en avait partout à la maison. Moi, cet état de conscience, alors ça ne veut pas dire que c'est une croyance auquel tout le monde doit adhérer, hein. Alors moi, j'ai la croyance aussi que je me suis incarnée aussi sur Terre avec une certaine forme de sagesse et de connaissance et que j'ai choisi évidemment une mère qui avait cette faculté aussi de me transmettre des choses mais auxquelles j'étais déjà plus que connectée. Hein. Alors je vous dis ça parce que vous pouvez dire ouais d'accord c'est normal, les chiens font pas des chats. Eh ben je vais vous dire que non parce que moi j'ai 3 enfants et sur les 3 enfants, il y en a qui adhèrent pas du tout à ce que je suis. Pas dans ce que je suis fondamentalement, parce que c'est pas un manque d'amour, mais par rapport à ce que je suis dans mes croyances, de mes connaissances, de ce que je suis en train de vous exposer là. Et donc, ça n'est pas une évidence nécessairement lorsqu'on est un enfant qu'on adhère forcément aux croyances de ses parents ou de cette certitude que le parent assène, parce que en tant qu'on n'y est pas passé, personne n'est là pour nous dire si c'est la réalité ou pas, à part quelques êtres d'exception qui ne sont pas des êtres d'exception, mais qui ont vécu des moments d'exception où ils ont pu justement avoir des expériences un peu quantiques, c'est-à-dire même des arrêts du cœur, où c'est vraiment clinique, et puis voilà, ils reviennent. Hein. Donc là, ils peuvent dire des choses, mais tant qu'on n'est pas mort, qu'est-ce qu'on peut savoir de qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien finalement. Donc moi, j'ai cette certitude-là depuis que je suis toute petite. Je sais qu'avec ma mère, ça a été très fluide et très évident, mais j'ai jamais douté. Pour moi, c'est comme si vous me disiez, je sais pas moi, les coquelicots sont rouges. Bah oui, ils sont rouges. Et alors, il y a pas à discuter sur la couleur du coquelicot, quoi. Donc pour moi, c'est évident, c'est très clair. Et donc de ce fait, j'étais déjà d'une certaine façon, je suis déjà dans cette certitude que cette vie ne s'arrête pas à notre corps et à ici et maintenant avec notre chair et notre enveloppe charnelle, etc. Pour moi, la notion de l'âme, elle est déjà présente, donc j'ai pas de doute par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire que je ne prends pas soin de cette vie-là, en sachant que de toute façon, je m'en tape, ça va continuer ailleurs, parce que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que j'ai aussi une vie avec un état de conscience, de responsabilité et d'hyper envie justement d'être connectée à cet instant-là pour pouvoir être pleine dans cette vie-là en fait. Hein. Et puis après, on verra. Alors c'est pas gagner des points, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas se racheter, c'est pas... J'en sais rien en fait, je sais pas, même quand je lis cette phrase, on espère qu'elle est, qu'elle s'élève et tout, elle était peut-être hyper élevée dans sa conscience à elle, j'en sais rien. Franchement, je suis pas dans le jugement par rapport à ça, je sais pas en fait, c'est vraiment l'histoire de l'âme de chacun et donc pour le coup, on n'a pas, c'est... Donc je vais juste vous dire qu'elle m'a transmis aussi ça et ça c'est chouette aussi.
de vivre dans cet état de conscience. Et on parlait souvent, elle me disait, enfin souvent à l'époque, ça était déjà arrivé, qu'elle donnerait des signes, par exemple, lorsqu'elle mourrait. Alors à l'époque, j'étais dans mon studio et j'avais une affiche que j'adorais d'un peintre que j'aime toujours énormément, qui s'appelle Egon Schiele. Et j'avais un poster de lui que j'avais trouvé, je sais plus, dans une exposition. Et comme j'avais beaucoup déménagé, qu'elle était toujours là, elle me disait, bah voilà, tu vois, par exemple, cette affiche, bah, j'essaierais, alors je sais pas, de la faire tomber ou de relever un coin, j'en sais rien, bon, je sais plus, mais on en rigolait, mais on disait, voilà, je serais là pour te donner des, comment dire, bah ouais, on appelle ça des signes, mais comment dire, oui, des manifestations de que je suis là et que je suis près de toi et que, etc. Et elle avait déjà vécu des choses un peu étonnantes aussi à sa façon, voilà, soit de décorporation, de choses un peu particulières. Donc forcément, ça me gêne pas plus que ça. Et de ce fait, je voulais raconter aussi ce signe que j'ai eu, et du coup je le posterai certainement demain. Pour ceux qui auront vu le live, ils comprendront de quoi je parle, et je ferai pas forcément tout de légende, mais juste pour vous raconter. Donc j'ai appris le décès, donc c'était vers 14h, donc évidemment je me suis occupée très vite. Ce qui arrive, hein, c'est ce qui arrive, moi je dis comme si ça arrive à tout le monde. Non, ce qui m'est arrivé, je vais être plus juste dans mes mots. Moi, ça a été tout de suite un peu l'affolement. Hein. Bon, déjà, j'étais déjà préparée, donc voilà, j'ai accusé le coup. Bon, bah voilà, 77 ans, hein, donc un peu de Star of Bethlehem, parce que je m'attendais pas forcément à ce que ça arrive aussitôt pour elle. Mais c'est comme ça. Et après, tout de suite, bien du Helm, parce que pour moi, ça a été très très vite dans mon cerveau. Comment je vais faire en fait, hein. Je suis dans le sud, ce médecin m'appelle, elle avait certainement, elle habitait quelque part. Qu'est-ce que je fais là concrètement? Il faut que je demande au travail auquel je travaille, voilà, de pouvoir prendre des jours. Et il faut que je monte à Paris. Enfin, et ça s'est très très vite emballé dans ma tête. Et là, justement, beaucoup de débordements et de perdre complètement pied en disant oh là là, c'est l'affolement total. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand quelqu'un meurt? Mais j'en sais rien en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'avais la certitude que vu ses connaissances sur sa relation ou à ses croyances à la mort, à la réincarnation, que c'était évident qu'il n'y aurait pas de caveau et voilà, de mise en bière dans la terre, etc. Donc pour moi, le choix se faisait tout de suite de la crémation. C'était évident et ça ne s'est même pas posé comme question. Voilà, donc j'ai eu aussi être confrontée à... J'ai demandé tout de suite à ce médecin, à ce qu'il m'aide là, qu'il me donne qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait. Donc voilà, mon étape, ça a été vraiment l'affolement du comment je gère en fait techniquement cette situation, puisque je suis la seule à gérer. Sauf que lui m'a donné l'information que ma mère avait donc cette fameuse meilleure amie qui, elle, l'avait amenée à l'hôpital, etc. Donc tout de suite, je me suis sentie déjà soutenue. Et donc ça a déjà un peu dissipé mon affolement, entre guillemets, ce débordement aussi émotionnel et de toute cette charge à déjà gérer mentale, toutes ces informations à prendre pour ne pas perdre pied, pour être le plus précis possible et pas... Alors, c'est vrai que quand on apprend ce genre d'informations, soit on s'effondre et on fait que pleurer, soit... et là, du coup, moi, ça a été... voilà, comme une fois le deuil était déjà fait, c'était plutôt gérer qu'est-ce que je dois faire. Donc, faire une to-do list, que j'oublie rien, que faut que je procède par ordre... Et dans l'ordre, il y a des priorités. La priorité, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est appeler tout de suite le service donc comment on appelle ça, de la chambre mortuaire. Donc, voilà, de ces personnes à l'hôpital qui s'occupent des morts, hein, tout simplement. Et donc voilà, j'ai appelé, ils ont été d'une grande gentillesse. Donc j'ai aussi envie de rendre hommage à ces gens qui touchent la mort de près. Donc c'est le métier, hein. Ils recueillent avec l'acte de décès. Il y a j'imagine qu'il y a le tout vif qui arrive, les infirmières, j'en sais rien. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait quoi? Puis après, justement, ce médecin qui avait cherché mes coordonnées dans les pages jaunes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Moi, j'arrêtais pas de dire, mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Et puis le temps. Le timing qui est incompressible, on va pas chercher un mort 8 mois après en fait, hein. Donc il y a un temps. Alors après on m'a dit pas de souci, ne vous inquiétez pas. Et ça j'ai eu affaire à une dame exceptionnelle aussi dans l'accompagnement par rapport aux pompes funèbres aussi. Donc voilà, la première chose c'était ça. Elle m'a donné un peu le protocole de comment ça se passait, que j'avais 8 jours, mais que si j'étais loin, je pouvais avoir 2 jours supplémentaires. Ça paraît bête comme information que je vous donne maintenant. Peut-être que vous avez déjà été confronté, peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre, mais c'est aussi des choses où on dit, alors tout le monde ne meurt pas dans un hôpital, évidemment.
Mais quand c'est dans ces circonstances-là, eh ben, les gens sont super gentils, ça fait vraiment du bien. Et parce que dans cet affolement et que justement, il y a aussi de la rumination mentale. Alors, j'étais pas trop dans la préoccupation mentale, mais il y a quand même des peurs aussi avec Mimulus parce que c'est pas le fait de pas être capable, mais de se dire bon, ça fait quand même beaucoup d'informations, et puis des peurs aussi de se tromper aussi. Ça peut être du large, mais là c'est aussi des peurs généralistes aussi autour de tout ça. Et puis il y a plein de questions qui sont posées. Est-ce que vous voulez venir? Est-ce que ceci? Est-ce que vous allez participer? Et là, c'est trop en fait pour le cerveau. Et quand je vous parle de tout ça, ça se passe en quelques heures en fait. Et du coup, après, on m'a dit, voilà, vous allez procéder comme ça. Je vous conseille de faire 4 devis avec des pompes funèbres. Ne vous affolez pas, vous avez du temps. Donc ça, c'était un vendredi. Donc voilà, faut accuser le coup. Où est-ce que je vais trouver un pompe funèbre? On fait quoi? Enfin, j'en sais rien, moi. Je veux dire, je vais faire, 50 millions de consommateurs des meilleures pompes funèbres de Paris. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et donc tout ça, j'ai été vraiment guidée aussi dans l'invisible, voilà. Et puis j'ai tout de suite demandé de l'aide aussi à une amie et qui a été comme une sorte d'ange gardien qui m'a vraiment guidée aussi vers les bonnes personnes. Et donc j'ai eu j'ai pu prendre le temps après. Alors voilà, scléranthus aussi. Le choix, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le mauvais choix? Et puis la peur de se faire avoir par une entreprise qui mettrait ceci, qui mettrait cela dans le cercueil. Est-ce qu'on doit payer autant d'argent pour ça? Est-ce que c'est juste de faire? Il y a plusieurs protocoles quand on décide de faire une crémation. On peut prendre un petit espace-temps aussi pour aller parler avec le mort ou veiller. Pareil à l'hôpital aussi, on peut aussi avoir un espace de liberté pour pouvoir aller discuter avec la personne décédée. Il y a tout plein de choses que j'ai appris, donc du coup j'ai envie de vous transmettre aussi. Évidemment, la première chose que j'ai faite, ça j'ai oublié de vous le dire, mais c'était de prendre du rescue avant le coup de téléphone. C'est-à-dire que quand j'ai entendu la messagerie, j'ai tout de suite pris du rescue. Pendant que j'attendais, parce que j'ai eu 40 minutes de aller et venue dans les différents services avant d'avoir vraiment le médecin au téléphone pour qu'il m'annonce lui-même le décès de ma mère, j'ai pris beaucoup de rescue pour pas aller chercher des fleurs ciblées. Mais là, pour moi, c'était vraiment... fallait calmer le jeu. Même si j'étais préparée, faut quand même accuser la nouvelle. Et donc voilà, ça s'est passé par étapes. Et puis ensuite, j'ai eu aussi son ami au téléphone et j'ai proposé aussi qu'on fasse un espace de discussion, qu'elle sache un peu qui je suis, comment elle était dans la relation avec ma mère, etc. Et j'avais envie aussi de vous donner... évidemment, j'ai eu un contact avec mes enfants et je leur ai annoncé au même moment. Donc ça, c'est aussi des moments sacrés et privilégiés qu'il faut se donner du temps aussi pour pouvoir le faire. Et c'est joli aussi, je trouve, la transmission. Alors, chaque enfant aussi accueille la situation à sa mesure. Et puis, avec son tempérament, avec pourquoi pas ses interrogations, ses colères, c'est ok. Je trouve ça bien aussi de pouvoir tous nous accompagner par rapport à ça. Donc, du coup, quand on est en visio comme ça, c'est quand même cool de pouvoir échanger et pouvoir voir nos visages aussi, l'expression de comment on encaisse la nouvelle, si on a envie de le partager ensemble. Et c'était vraiment des très, très chouettes moments. Et puis, je voulais vous donner aussi le signe que j'ai eu juste incroyable par rapport à ce que je pense être donc ma mère. Et moi, j'ai la certitude de ça. Et donc, je trouve que c'est joli de vous partager ça. C'est... Je quitte la maison après avoir discuté avec mes enfants et je décide d'aller trouver un petit peu à manger parce que je me dis il faut que je remplisse un peu le réfrigérateur pour ce soir. Et puis après je vais faire des courses, puis je me dis mais non, j'ai pas du tout envie finalement de me faire à manger, c'est pas du tout le sujet. Là il est 19h20, dans une heure je vais avoir la fameuse amie au téléphone et Zoom et je vais pas avoir le temps, donc je cherche un endroit où je peux prendre un petit repas déjà tout fait. Et puis, je vais me diriger vers un thaï et c'est fermé. Je me dis hamburger, ouais, mais non, ça va être un peu trop lourd, ça va pas aller. Et puis, sachez-le, j'aime pas du tout les restaurants japonais et c'est vraiment pas mon truc. Et là, je vois un petit truc à emporter japonais. Et je reste perplexe devant le tableau où il y a écrit... tous les noms de ce qu'il y a à apporter. Alors je connaissais il y a des années des yakitori, des trucs comme ça. Alors je sais qu'il y a je sais plus comment ça s'appelle du reste, les makis je crois, les trucs avec les feuilles, le riz, etc.
Et puis d'autres choses, je sais plus quoi. Et là, je vois un nom qui s'appelle Ramen, R-A-M-E-N. Donc là, je me dis que c'est quand même drôle comme nom. Alors bien sûr, ceux qui connaissent les ramen ne voient pas forcément le rapport avec le mot ramen, mais moi je me suis dit, je sais pas ce qu'on va me ramener, mais en tout cas, ce mot-là me parle. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais regarder la composition de ce truc, et puis une petite soupe, c'est vraiment cool, quoi. On va picorer des trucs dedans, et j'ai dit, allez, tant pis, je m'en fiche, je vais prendre ça. Je prends ce fameux ramen et en fait j'ai un espèce de bip et je vais à l'extérieur pour attendre que la personne m'appelle pour me dire que le repas est ok. Et donc je suis dehors et j'ai ma tête qui lève les yeux au ciel et là je suis attirée de façon complètement dingue par le ciel et avec des nuages. Et il y a un énorme nuage qui dans le ciel. Alors là bien sûr quand je posterai demain, je pense que tout à l'heure vous verrez que la représentation n'est pas du tout pareille au niveau du volume que ça représente, mais à mon sens, en regardant comme ça le ciel, ça devait faire des kilomètres, mais c'était énorme. Enfin, c'était pas un petit nuage, c'est ça que je suis en train de dire. Et en fait, il y avait quoi dans le nuage? C'était une forme de nuage en forme de cœur, voilà, un énorme cœur blanc. Et là, j'ai tout de suite su que Ramen, c'était ma mère qui était en train de me dire qu'elle m'aimait. Et je me suis dit, bon, voilà, ça c'est quelque chose c'est ok, c'est acté, je suis en paix. Et alors la cerise sur le gâteau pour moi, c'est que quand j'ai eu cette conversation sur Zoom pendant plus de 2h30 avec cette personne, donc qui a bien côtoyé ma mère pendant 20 ans, me dit au fur et à mesure de la conversation, je vous pose des questions, comment vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce qui vous rapprochait l'une de l'autre, etc., etc. Et elle me dit à un moment donné, ouais, on allait beaucoup au restaurant et alors on adorait, on faisait ça une fois par mois, on allait au restaurant japonais. Alors là, pour moi, ça a été l'apothéose et je me suis dit, voilà, il n'y a pas de doute possible, c'est vraiment le témoignage probant pour moi. Voilà, chacun sera libre de penser ce qu'il veut, mais en tout cas, pour moi, il n'y a vraiment pas de doute possible. Je serais familière de la nourriture japonaise, je pourrais comprendre qu'on se dise, ouais, bon, d'accord, elle se la raconte un peu. Mais là, pour moi, il y a vraiment, il y a aucune raison pour moi d'aller manger japonais. C'est vraiment pas mon truc, quoi. Donc, et mes amis proches le savent. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était tellement énorme que je pouvais évidemment pas passer à côté de l'histoire. Donc du coup, forcément, j'ai partagé cette photo avec mes amis et c'était vraiment surréaliste. Et alors, ça n'a été qu'une foultitude de signes comme ça jusqu'à encore hier. Mais c'est un truc de dingue. Je n'ai eu que des signes de ma mère depuis vendredi 3 septembre, mais sous différentes formes et tous aussi jolis les uns que les autres. Alors ce sont des petits micro-choses dont on n'a pas nécessairement la conscience parce que je veux dire, faut vraiment aller chercher ce truc-là parce que c'est pas du quotidien chez moi, donc il n'y a pas de raison à proprement parler que j'ai ce type de signe. Le deuxième signe, je m'en souviens plus là, ça y est, c'est parti, mais c'est pas grave, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Il y en a eu un troisième qui était aussi énorme, c'était... il y en a eu tellement que je me souviens plus... Bon, ça va revenir parce que là, je suis un peu troublée, donc du coup, je suis un peu perturbée, mais peut-être que je les écrirai, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme signe? Alors, il y en a eu un autre, mais c'était plus... Il y en a eu un au milieu, mais j'arrive plus à me souvenir. Bon, c'est pas très grave. Et je parle avec une jeune femme qui s'appelle Margot et qui me parle de la mort de son père et qui me parle de sa sœur qui s'appelle Susan. Et la dernière fois que j'ai entendu ce mot de ma vie, c'est ma grand-mère qui appelait sa fille Susan parce que c'était son petit nom, puisque ma mère s'appelait Suzanne. Et là, franchement, je me dis, mais c'est pas possible en fait. Soit t'as de la merde dans les oreilles, soit t'as de la merde dans les yeux, mais c'est pas possible de pas aller voir les signes en fait, parce que ça ne m'est jamais arrivé depuis 40 ans, puisque ma grand-mère n'avait pas vu sa fille depuis très longtemps, et même ma grand-mère est décédée il y a 4 ans. Je n'ai jamais entendu ce surnom, ce prénom de ma vie, à part dans la bouche de ma grand-mère. Voilà, c'est pas compliqué, je ne sais pas. Donc voilà, je peux pas l'inventer. C'est pas quelque chose que je veux dire que j'essaie d'occulter en disant c'est drôle, c'est le prénom de ma mère. Mais là, pour le coup, ma mère détestait ce prénom et elle s'était baptisée d'un autre prénom. Donc c'était certainement pas le prénom auquel elle s'identifiait. Et là, pour le coup, c'est tellement colossal que voilà, elle est en train de me dire je suis là et puis c'est tout quoi. C'est pas compliqué en fait. Les signes, des fois, on cherche des trucs complètement dingues. En fait, les trucs complètement dingues sont déjà là. Et j'en ai eu, tout le temps depuis
voilà, depuis vendredi, mais c'est tellement fou que enfin, ça n'arrête pas, quoi. Donc c'est vachement joli et du coup, bah, c'est chouette parce que je me dis, bah, à sa façon, elle me dit qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle m'aime et que c'est dans la bienveillance, dans la douceur et c'est dans l'humour aussi parce que c'est des choses. Ça veut dire aussi que là, elle accepte aussi de se réidentifier et de s'approprier son vraie identité initiale du baptême de sa mère. Donc, à mon avis, il y a une part de guérison qui est déjà faite. Là, je suis en train de le dire au moment où je l'exprime et de le comprendre comme ça. C'est que jamais de son vivant, elle n'acceptait ce prénom parce que c'était intolérable pour elle. Et là, quand elle accepte que Margot, cette jeune femme qui me parle de la mort de son père, cite le prénom de sa sœur, l'une de ses sœurs, puisqu'elles sont trois, je me dis c'est fou quoi, elle accepte, voilà, et en plus bon, son amie et moi, nous l'appelons de son nom de baptême en fait. Je me suis donné le droit de l'appeler par ce sublime prénom. Je trouve que Suzanne c'est très très beau et du coup je ne l'appelle pas de son nom qu'elle s'était donné, de son nom de vie vivante, mais de son nom de baptême. Donc voilà, pour moi c'est très clair, il y a cette femme qui a été là et puis il y a cette identité propre. Voilà, que cette âme aussi avait choisi d'incarner avec ce prénom. Donc voilà, il y en a plein de signes et j'aimerais bien les retrouver en direct, mais je sais pas si je vais y arriver. Il y a encore plein de trucs à dire, il est -10, donc je vais faire gaffe. Et oui, je voulais vous parler aussi des pompes funèbres de cette femme fabuleuse. Voilà. Alors par rapport à Scléranthus du choix, moi j'étais confrontée justement à l'angoisse du pas me faire couillonner, planter, parce que ben voilà, il y a un budget aussi, faut pas se leurrer. C'est compliqué aussi des fois à mettre en place ce genre de choses. Alors soit on a de la trésorerie et on se dit bon tant pis c'est pas grave ou ok c'est ok. Ben non, en fait moi j'ai appris que il faut quand même aller fouiller dans la vie de sa mère. Est-ce qu'elle avait des sous sur son compte, nettoyer l'appartement. Enfin c'est très très compliqué quand même à gérer tout ça. C'est aussi des réalités factuelles. Donc c'est pas que le deuil, la mort ça englobe plein de choses. Alors bien sûr vous allez me dire ok elle était seule, bah voilà c'est normal. Il y a plein de gens qui meurent et qui ont encore un parent, donc c'est ok, il n'y a pas de problème. Toutes les histoires ne sont pas identiques, mais je veux dire ça fait partie aussi de l'histoire du package du deuil qui fait que on vit pas un deuil de la même façon quand on est accompagné de l'autre compagnon qui est soit le père qui est toujours vivant, ou etc. Parce que là, on peut co-gérer tous ensemble, ou les frères, etc. Voilà, pour moi, c'est pas possible. Donc, c'est cette fameuse amie de ma mère qui est présente, et ça, c'est vraiment chouette. Et puis, cette femme qui a donc déterminé pour moi aussi le choix de ses pompes funèbres. Donc, je vous donne le tips. Je ne sais pas si ça va vous faire rire ou pas, mais ce qui a été déterminant pour moi, c'est tout simplement dans le devis, cette femme a mis un lien avec un cercueil écossaire en cellulose. Et voilà, c'est magnifique parce que ma mère était très soucieuse aussi de la planète, des animaux, de l'environnement, tout comme moi. Et voilà, du coup, ça a déterminé aussi mon choix. Donc, elle a eu un sublime cercueil en cellulose. Donc voilà, je me dis, ça c'est aussi un joli signe de la vie qui m'a guidée aussi sur quelque chose qui était en accord aussi avec des principes aussi et des choix voilà, environnemental, de vie, etc. et de respect de la nature. Donc voilà, ça je trouve ça très chouette. Et puis voilà, donc si vous avez besoin d'avoir ce type de coordonnées, voilà, venez vers moi en message privé, je vous les donnerai avec plaisir parce que c'est une femme qui a été très dans la compréhension. Vous savez, quand on a plein de choses dans la tête et que c'est compliqué à gérer pour déjà les kilomètres à faire pour aller rejoindre le parent qui est décédé ou ceci ou cela, etc. Et si on n'a pas des gens dans une grande douceur, dans une grande clarté, qui réexpliquent des fois les choses parce qu'ils ont déjà dit par téléphone ou par mail et on a l'impression qu'on a interprété, qu'on dit oh là là mais de quoi elle me parle, je comprends plus rien. Les gens vont réexpliquer, ils sont super gentils, ils sont là pour ça et ils savent aussi qu'il y a notre part aussi d'intime qui est complètement bouleversée mais qui peut pas, notre cerveau il peut pas tout checker au même moment, donc c'est chouette aussi de savoir qu'on peut être aussi soutenu et pas que des gens qui font du commercial, bien sûr qu'il gagnent leur vie et qui vont faire des paquets, ceci, cela, avec des urnes, des trucs, des fleurs, pas de fleurs, vous voulez rester là, vous voulez pas rester là, vous accompagnez, il y a un package à 30 € en plus, 50, c'est ok, je veux dire, chacun fait son business et youpi, mais j'ai trouvé que j'étais hyper bien accompagnée, et ça franchement, c'est super cadeau aussi, parce que de pas tomber sur des gens qu'on sent pas en phase avec notre mood du jour, notre état émotionnel, parce que faut être en phase aussi avec des gens qui sont dans la même corde, j'allais dire énergétique. C'est vachement important.
j'ai aussi envie de dire que moi, je me suis fait aussi accompagner vendredi, une semaine après, par mon médecin qui est une amie et qui fait aussi de l'énergétique et à qui justement j'ai fait aussi un travail énergétique sur sur tout ce que j'avais à y mettre aussi de façon personnelle avec ma mère, et puis aussi cette lignée aussi familiale du côté maternel. Et donc ça, je trouve que c'est aussi, si vous pouvez vous faire aider, accompagner, c'est pas forcément des psychothérapies dont on a besoin, c'est pas forcément des thérapies brèves, des fois ça peut être une super copine qui est là, et j'en ai eu plein et qui ont été super bienveillantes et qui le seront encore, et puis aussi faire des fois des vrais soins. Par exemple, moi, ce que j'aimerais faire, c'est retourner voir l'ostéopathe dans pas longtemps, parce que j'ai pas porté de charge, je me suis pas démonté le dos, mais je sais que mon corps il bouge là en ce moment, parce que énergétiquement il se passe beaucoup de choses, et que de remettre aussi cette vie à sa place, parce que sur le plan énergétique il se passe aussi des guérisons, des réparations. Et moi, à mon sens, la mort, c'est aussi cette forme de libération de tout ce que j'aurais pu aussi garder comme empreinte de douleur, de souffrance, de toute cette vie que j'ai eue avec elle, pour mille et une raisons, de ma petite enfance, mon adolescence, etc., ma vie de femme, etc. Mais c'est aussi pour mes enfants, leurs compagnons, leurs compagnes et leur descendance, parce que, à mon sens, je ne suis pas simplement Nathalie. Enfin, je veux dire, je suis la fille de ma mère, je suis la petite-fille de ma grand-mère, je suis l'arrière-petite-fille de mon arrière-grand-mère que j'ai connue. Hein. C'est pour ça que je parle de ces 3 femmes-là. Et on a des points de ralliement toutes les 4, c'est juste dingue. Et pour mes enfants aussi, parce que je dis pas que je suis quelqu'un de charnière qui veut libérer les générations à venir parce que je suis merveilleuse et que j'ai bossé sur moi, parce que je suis pas du tout sur un registre d'ego par rapport à ça. Chacun fait à sa mesure, et je pense que mes enfants, à leur façon, ils font aussi ce qu'ils ont à faire, donc c'est ok. Mais je me dis, si je peux participer à ça déjà en m'occupant de ma pomme, c'est-à-dire en libérant déjà ce que j'ai à libérer, et c'est ce que j'ai fait sur un point de vue énergétique, en remettant, alors c'est très symbolique, mais remettre symboliquement toutes ces peines, ces chagrins, dire ce qu'on a à dire ou ce qu'on n'a pas pu dire, ou exprimer, pas exprimer, etc. Verser les larmes là où il faut et se sentir accompagné, apaisé, soutenu dans cet espace qui est peut-être que énergétique pour certains, mais moi je suis sûre que pas que, parce que je suis sûre que ça bouge, c'est pas possible autrement. C'est pas parce qu'on voit pas qu'il n'y a pas des ondes, on le sait. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, pour moi, ça libère aussi les générations à venir, et mes arrière petits-enfants, je connaîtrais pas. Moi, j'aurais fait, et ça, c'est cool. Et je me dis que même si, en tout cas, moi, je me sens la conscience tranquille par rapport à ça. Ce qui veut pas dire que je m'arrête de bosser, Je pas que je bosse, c'est que, j'exprime ce que j'ai à exprimer, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, j'ai fait vachement le tour de tout ce que je voulais dire déjà. Et voilà, et les cadeaux, l'amour et les trucs de dingue. Je vous en donne un dernier signe. Je marche donc avec cette amie Christelle dans la rue. Parce qu'on a passé 3 jours ensemble, le premier pour aller récupérer des choses dans l'appartement, le deuxième pour aller rechecker, revalider que c'était ok, le troisième on est allé faire la cérémonie de la répartition des cendres dans un espace qui s'appelle le jardin des souvenirs. Et là donc ma mère et mon arrière-grand-mère et ma grand-mère sont parisiennes, donc elle est au Père-Lachaise, donc je pense qu'il y a pire comme endroit, parce que Jim Morrison, Chopin et les autres, donc c'est quand même cool, puis c'est tellement beau, je vous mettrai des photos, c'est un endroit sacré, et c'est pas, moi je suis pas du tout, j'ai jamais été très un film d'horreur, j'en ai jamais vu de ma vie, je supporte pas cette idée-là, donc c'est pas possible. Pour moi, le cimetière est pas connoté au film d'horreur pour faire peur, parce que c'est pas ça du tout. C'est un espace sacré. Ce sont des bribes de vie, ce sont des prénoms, ce sont des dates, et c'est nos aïeux de générations qu'on connaîtra jamais, mais qui ont œuvré, morts pour la France, des bébés. Je veux dire, un cimetière, c'est fou, comme c'est beau que de toutes ces vies qui ont vécu, etc. Donc voilà. Bref, le Père-Lachaise, c'est sublime, et du coup, on a été au Jardin des Souvenirs, on a fait notre petit protocole et tout. Et puis bref, donc on s'est pas quitté pendant 3 jours, puis on s'est eu aussi beaucoup sur Zoom pendant toutes ces journées, pendant ces jours avant qu'on se rencontre en vrai. Et je voulais vous dire, le signe, par exemple,
On marche dans la rue, ma mère habitait dans le 19e, et là, je me retrouve, parce que les signes, je les ai vus partout. Voilà, c'est tellement fou. Et je vois un carton de ma vie, jamais arrivé de voir ça. Dans un carton, il y a un chat noir qui est allongé, un chat noir mort, allongé, les pattes comme ça, voilà. Bon. Et moi, tout de suite, le chat noir, c'est mon chat que j'ai eu quand j'étais ado, jeune femme, toute seule dans mon appartement, enfin ado, 20 ans. Et Murdoch. Et quand je signais les lettres, et c'est pour ça que j'ai retrouvé des lettres, et là je vous terminerai avec ce que aussi j'ai retrouvé pour vous faire rire, je signais toujours Thalie et Murdoch, et je faisais une petite patte avec les 4 petits ergots. Et j'avais complètement oublié ça. Donc je vois le chat, je vois les lettres après que je retrouve, voilà, des signatures que je faisais sur les courriers. Donc je me dis putain, c'est fou. Et alors encore le pire, mais c'est pas le pire, c'est le meilleur à venir. Christelle qui me dit sur le banc après avoir déjeuné ensemble le lendemain, qui me dit ah, je t'ai pas dit, ta mère parlait beaucoup de Murdoch. Elle adorait ce chat, et c'est vrai que il y avait Murdoch en photo chez elle. Et là je me dis mais c'est fou quoi. Je peux pas l'inventer ce truc-là en fait. Je veux dire, c'est tous ces points de ralliement sont là pour dire je suis là, et je suis là en plus avec vous deux, parce que tous les signes que j'ai aussi sont en lien avec elle, et donc on a vécu une forme pas de gémellité, de deuil, mais évidemment, il va falloir que je coupe parce qu'il est 21h, mais j'ai aussi soutenu aussi Christelle dans des émotions personnelles avec les fleurs de bac, parce que elle a un autre regard par rapport au décès aussi de sa meilleure amie, et donc voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui nous ont beaucoup unis aussi dans ces moments-là. Il y a beaucoup à dire encore, je pense que je reviendrai peut-être dessus, mais voilà, je voulais juste vous témoigner que oui, on peut approcher la mort, oui, on peut en parler. Oui, c'est important, je trouve, des fois, de faire le tri aussi chez soi, et de ne pas laisser à nos enfants ou à nos maris ou des choses qu'on n'a pas forcément envie que les gens tombent dessus. Ouais, il y a des trucs, voilà, je vous passe les détails, mais bon, c'est pas la peine non plus. Et puis, voilà, si on pouvait peut-être, accepter aussi d'aborder ces sujets-là, mais sans avoir peur de mourir. C'est ça, je parlais de Numulus aussi, c'est-à-dire que quand j'en parlais à mes enfants, j'en ai toujours parlé de la mort, par exemple du don d'organes. J'aurais toujours dit, voilà, si j'avais quoi que ce soit, mais au secours si mes organes évidemment sont sains. Voilà, donc la mort, c'est un sujet, à mon sens, c'est pas une injonction, mais dont nous devrions pas craindre de parler avec des pincettes ou du bout de la bouche, parce que je sais pas trop, on parle à ça autre chose, parce que du coup là, se prendre ça comme ça un matin sans crier gare, moi je suis certainement armée pour le vivre, la preuve c'est que c'est ok, mais c'est con en fait, parce que ça pourrait être cool. Et des fois je dis ça et je dis tout son contraire, parce que j'ai des collègues à qui j'ai dit ça, qui ont une trentaine d'années, et qui m'ont dit mais nous on en a déjà parlé, et c'est déjà des sujets qui sont même financièrement des projets de qu'est-ce que t'aimerais pas, qu'est-ce que nous aimerions, qu'est-ce que nous n'aimerions pas. Je trouve ça chouette d'aborder ces sujets-là, parce que je trouve que c'est chouette aussi de vivre ce deuil-là, et pas avoir aussi toutes ces contraintes administratives, mais dont malheureusement on est obligé de faire face, parce que quand on nous dit, écoute, chouchou, t'as 8 jours pour venir récupérer ton corps, tu fais, au secours, je fais quoi? Donc, gérer ça, plus l'administratif, plus le côté financier, plus la disponibilité, plus le timing, plus l'espace-temps, plus émotionnellement, qu'est-ce que je trie, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce. Je trouve que c'est cool quand on est un peu plus allégé sur la charge mentale. Et puis je vais conclure, parce que ça va certainement couper dans pas longtemps, mais je ne sais pas si vous dites des choses ou pas. Les synchronicités, mais c'est au-delà de la synchronicité pour moi. Franchement, Sabine, pour moi, c'est pas une synchronicité, le chat mort avec ça. Véritablement, c'est un témoignage de la présence de ma mère. Un autre truc, le truc sordide que je vais vous dire, mais c'est la réalité. La dame de l'hôpital me dit, vous ne pourrez pas être là pour le corps parce que vous habitez à Nice, mais du coup, l'amie de votre mère, est-ce qu'elle peut apporter des vêtements pour que je prépare le corps? Moi, j'entends ça, c'est le jour du décès de ma mère. Vous voyez, elle est morte à 6h30, j'apprends ça à 14h, et à 15h10, j'entends quelqu'un qui me dit, vous demanderez à votre amie d'amener les vêtements? Ouais, ok, est-ce que c'est vraiment important? Oui, c'est important.
Vous voyez, c'est des détails. Mais je vais revenir au témoignage du signe. Et du coup, Christelle était dans la panique du mais qu'est-ce que je vais lui trouver? Je vais pas acheter une robe. Et je lui dis ouh papa, laisse-la comme elle est. Comment tu aimais ma mère, hein? Qu'est-ce qui te faisait le plus comment dire le plus de joie à la retrouver avec le t-shirt que tu adorais d'elle. On s'en fout en fait. Et donc du coup elle a été chercher dans l'appartement ce qui lui semblait juste et équitable. Elle m'a envoyé des photos sur WhatsApp et je dis ça me va très bien, tu l'aimais comme ça, et est-ce que ma mère aimait être habillée comme ça? Oui, alors c'est ok. Et je lui dis personne n'est là pour juger, personne n'est là pour te dire mais enfin quand même ils sont gonflés, ils ont pu faire l'effort. Et du coup, j'ai parlé comme ça à la dame du funérarium, là, je sais pas comment on dit, la chambre mortuaire donc de l'hôpital, et elle m'a dit, mais je suis en phase totale avec vous. Personne n'est là pour vous juger. Vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, c'est con, mais des fois, on pourrait aussi avoir de la culpabilité à pas assez apprêter notre parent pour donner bonne image de que les gens quand ils vont regarder, que c'était avec les policiers, parce que j'ai appris aussi qu'il y avait qu'il fallait sceller avec un policier, qu'on allait payer pour le déplacement du corps. Vous voyez, je suis pas au courant de tout ça moi. Et on pourrait se dire ouais, mais il faut quand même qu'elle soit chic, patin couffin. Je vais mettre son sac Gucci, mais on s'en tape en fait. Donc ma mère, elle est partie comme elle était en fait, et je pense que d'où elle était, c'était cool. Et du coup, juste pour l'anecdote, c'est pas de la synchronicité, c'est un véritable signe. C'est-à-dire que Christelle a trouvé un t-shirt qui avait comme imprimé dessus une petite broderie, quelque chose, une petite souris. Voilà. Ma mère était très, comment dire, elle adorait les animaux, elle avait un côté un peu très régressif, comme ça, sur les petits vêtements qui faisaient un peu, voilà, pas enfant, mais bon, elle aimait ça. Bref, c'était son t-shirt d'amour. Ok, elle est partie avec son t-shirt d'amour et une petite souris. Le jour où je vais chez elle, accompagnée de Christelle, pour aller franchir le seuil de cet appartement que je n'ai jamais connu, qu'est-ce que je vois passer sur... vous allez me dire, ouais, ok, c'est une souris qui passe. Ouais, ok, c'est une souris qui passe. Moi, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie des souris qui passent dans Paris. Hein. Je crois que c'est la première de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de petit muret avec un gazon. Et qu'est-ce qui me marche en parallèle près de moi? Une souris. Voilà, après, c'est peut-être une synchronicité, pas pour moi en fait. Pour moi, c'est la souris qui était sur le t-shirt et ma mère me dit « Je suis là !» Voilà, vous allez franchir toutes les deux le seuil de l'appartement, mais je suis là, je suis là. Voilà, les souris, bien sûr, vous allez me dire, on en trouve partout. Paris, c'est dégueulasse, c'est normal qu'il y ait des souris. Ok, tout peut se mentaliser, c'est pas le sujet. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Voilà, donc après, pour moi, c'est au-delà de la synchronicité. Désolée, obligée de partir, mais non, mais partez, surtout... voilà, s'il n'y a pas de souci. Merci pour le partage. C'est important d'être entouré pour ceux qui restent. C'est que l'humanité, exactement, Sophie. Et juste, voilà, pour terminer, voilà ce qu'on peut retrouver, par exemple. Voilà, des photos auxquelles on n'avait plus du tout accès. Voilà, des photos et puis voilà, c'est rigolo quoi. Hein, alors là, c'est pas de la nostalgie, mais c'est surtout de la surprise. Et puis voilà, des petits dessins d'enfants, des trucs qui nous replongent aussi dans un état de nous-mêmes. Bon, alors bien sûr, il y a quelques petites odeurs de renfermés, certainement de cartons qui sont passés d'appartement en appartement. Voilà. Donc ça peut aussi être des moments de joie et de surprise aussi de retrouver aussi toutes ces parties de nous-mêmes qui ont été en dormance dans des cartons, dans des endroits de nos vies. Donc voilà, c'est pas de la nostalgie, de la tristesse, mais je trouve que c'est aussi reconnecter avec qui nous avons été. Moi, j'ai pas des souvenirs non plus de tout ce que j'ai été et de me replonger aussi dans certaines parties de moi. Alors bon, je vais très cash avec vous, hein, tout ce qui me blesse, qui sont des mauvais souvenirs, qui font du mal, je laisse là où ça doit être. C'est-à-dire que je considère que je ne prends que ce qui élève mon âme et qui me rend joyeuse. Le reste n'a aucun intérêt pour moi. Je ne suis pas dans je prends pas un couteau et je fais pas un harakiri à me faire toute la journée parce que je trouve que la vie est courte. Pour le coup, là, je pense qu'on a l'expérience et j'ai envie de prendre que ce qui me plaît. Voilà. Et ce qui me plaît pas, ça m'appartient pas. Et voilà, faites aussi du soin énergétique par rapport à ça. Alors énergétique, même vous ou moi. En pensée, en forme pensée, en discussion, en dessin, en graphie,
Je l'avais déjà dit, c'est avec Elisa aussi pour le deuil périnatal, mais je veux dire, je trouve ça chouette aussi de pouvoir acter ces rites, ces passages-là pour pacifier ces moments-là et les rendre merveilleux. Et quand je disais que j'avais rigolé hier et à Grimoni, j'allais l'oublier, mais c'est que quand je voyais cette femme arriver avec l'urne et tout ce protocole, j'ai eu vraiment l'information que ma mère était en train de se marrer en nous regardant toutes les deux. Et j'ai entendu tout ce simagré pour pas grand-chose en fait. Alors que voilà, c'est ok aller au crématorium du Père Lachaise et que cette femme dont c'est le salaire de prendre cette petite urne et d'aller le faire, c'est ok. Je veux dire, on a participé à ça. C'était pas des simagrées, mais d'où elle est, sur le plan dans lequel elle se trouve, la relativisation aussi, elle est importante. Parce que ça reste qu'un plan. Et ce plan terrestre, nous devons, entre guillemets, le vivre et l'expérimenter comme ce que nous sommes. Mais je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir avoir cette dimension de... pas de tout ramener les êtres morts à notre dimension personnelle et nos croyances, parce que j'ai quand même la certitude que c'est pas perçu de la même façon sur un autre plan, voilà, et que c'est pas que c'est pas grave et que c'est pas léger, mais voilà, c'est la vie aussi, hein. Et donc c'est chouette aussi d'avoir cette c'est pas une distanciation, mais d'avoir peut-être cette multicouche de conscience. Alors je dis ça, mais je sais pas si on peut tous avoir ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis actuellement, et donc voilà, c'est ma façon de vivre les choses. Donc ouais, les exemples avec la souris trop forte, la maman, t'as raison, ouais, et qui donne des signes, mais oui, parce que, enfin, j'en ai d'autres, c'est tellement dingue, enfin là, je sais plus où est mon téléphone, bah, j'allais le chercher, j'espère que ça va pas couper, mais je les ai notés hein, sur un petit note téléphonique parce que c'est tellement énorme que, enfin. Oui, voilà, par exemple, hier, quand on se baladait dans les super belles allées, il y avait, malheureusement, j'ai pas fait la photo où il était là parce que j'étais tellement estomaquée que je me disais, mais c'est pas possible, c'est une plaisanterie. On tourne le dos et donc on va pour repartir du Père Lachaise, et là, sur cette immense allée pavée, mais qui est d'une beauté, mais je trouve que c'est tellement beau, c'est fou. Je vois un corbeau au plein milieu qui est là et qui jacasse, enfin qui croasse, et c'était... Donc Christelle me parlait, elle écoutait pas, elle regardait pas. Et donc le corbeau va sur la droite, sur des tombes. Et là, je me dis, tant pis, je fais la photo. Et je me dis, mais c'est fou. Je dis, mais regarde Christelle, un corbeau noir. Et elle me regarde, elle me dit, mais c'était l'oiseau préféré de ta mère. Mais je lui dis, mais je le sais. Parce que quand on en riait, dans les années 70, il y avait un dessinateur qui dessinait une femme avec des corbeaux. Et ma mère c'était un peu son surnom, le corbeau. Donc vous voyez, c'est tellement fou que, je veux dire, soyez sereins, tout va bien, les morts vont bien, hein, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre bon, après, bon, ça c'est peut-être moins important, mais c'est magnifique. Voilà, donc soyez sereins, il nous aime, il nous témoigne comme il le souhaite. Après, des fois, on est des fois tellement happés dans notre douleur qu'on est des fois hermétique aussi à ce qui est envoyé. J'en sais rien, peut-être que moi je suis hermétique à d'autres choses, je sais pas. En tout cas, si vous avez envie de mettre sous la vidéo des signes que vous avez eus, moi je trouve que ce serait chouette qu'on puisse partager par rapport à ça, parce que alors il y a plein de bouquins, hein. Il y a Patricia Daré qui est médium, il y a le professeur Charbonnier qui fait des TCH, il y a des millions de gens, il y a Stéphane Alix, il y a Caroline, enfin il y a Natacha Calestrémé, il y a enfin voilà, hein, il y a Raymond Moody, il y a le père François Brune, hein, voilà, pour ne pas nommer mon amie Nathalie qu'on avait découvert. Moi j'ai lu ce bouquin, j'avais 25 ans, enfin. Les morts nous parlent, hein, c'est un prêtre qui a écrit ce bouquin il y a des années. Enfin, je veux dire, la mort, elle est présente, hein, et il nous donne des signes tout le temps, en fait. Hein. Franchement, ouvrons les yeux parce que c'est tellement énorme que c'en est risible. Hein. Parce que des trucs de ce que j'ai vécu, c'est tellement fou que bon, ben voilà quoi. Enfin, il y a pas de crainte à avoir, et sincèrement, ne me plaignez pas. Je suis en paix, tout va bien. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais encore une fois, je relativise mes propos. Je parle de ce sujet-là avec ma mère dans ces circonstances-là. Demain est une autre chose. Demain est une autre affaire. Un autre décès sera autre chose à vivre. Et donc, ça n'est pas une leçon de morale. C'est pas une invitation à vivre la mort comme moi non plus. Chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut.
C'est juste un témoignage et un échange et un partage et une invitation voilà, à libérer notre parole autour de ça. Et pas que avec les vieux, parce que les enfants meurent aussi. Hein. Quand je vous parle de ma sœur qui avait 6 mois, oui, il y a des bébés qui meurent, il y a des enfants qui meurent, voilà, évidemment. Donc, soyons cool aussi avec ça. C'est grave, mais c'est grave aussi de taire ce sujet-là, à mon sens. Voilà, 1h15, je crois que c'est le plus grand live. J'espère que ce sera bien perçu et que vous aurez... voilà, que vous aurez cette bienveillance vraiment de cette ouverture du cœur. Hein. Franchement, voilà, c'est quelque chose que je vous livre avec une grande impudeur et une grande transparence et en même temps d'une grande pudeur parce que j'ai pas envie de heurter, ni de choquer, ni de... Voilà, j'ai envie que ce soit safe et cool pour tout le monde, quoi. Hein. Voilà, donc à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ce sera pas jeudi, ce sera mardi. Voilà, j'ai envie de dire je vous aime. Parce que là, l'heure est à l'amour pour moi, parce que les signes d'amour, j'ai peut-être envie de pleurer, là, vous voyez, c'est tellement fort que ça existe, l'amour. Voilà, merci pour vos témoignages et votre présence énergétique dont je ressens les effets décuplés de folie. Et ce ne sont pas des larmes de tristesse, l'amour est joie. Et donc ce sont des larmes de gratitude, de joie, de bienveillance et de reconnaissance infinie à la vie, à l'amour, à la mort, à la douleur, à la souffrance et à tout ce que nous avons à comprendre sur ce chemin de la terre pour nous aimer mieux, davantage et quoi, et merde, et ta gueule, c'est la fin. Bisous, bonne soirée. Merci d'avoir été là.